J'ai fait mes premières classes d'école primaire à Berlin et à l'âge de 7 ans, je suis entré en France à l'école communale et je suis entré ensuite à l'école alsacienne, qui est une école secondaire française où j'ai fait toutes mes études jusqu'à la classe de philosophie. J'ai passé ensuite une année en Angleterre à la London School of Economics. J'étais donc à partir de 1937 normalien, intéressé par la philosophie. Ma génération était une génération pacifiste. Nous avions le souvenir des horreurs de la guerre de 14-18 et nous pensions qu'il fallait à tout prix éviter une nouvelle guerre. Nous étions très farouchement opposés à ce qui s'était passé d'abord en Italie, puis en Allemagne, puis en Espagne, la montée du fascisme, du nazisme, et en tant qu'Allemand de naissance, naturalisé français seulement en 1937, nous savions les horreurs que représentait la montée au pouvoir d'Hitler. Nous savions qu'il fallait le combattre. En même temps, nous espérions, pendant les premières années, entre 1933, sa prise de pouvoir, et 1939, la déclaration finalement de la guerre, qu'il y aurait un moyen de se débarrasser de ce dictateur épouvantable par une pression diplomatique, par une alliance forte entre les démocraties, et qu'il finirait par céder. C'était là notre erreur, qui nous a conduit même à applaudir les arrangements faits à Munich en 1938, qui en réalité étaient contraires aux intérêts de la démocratie. La guerre commence, la mobilisation est décrétée, et moi, comme élève de l'école normale, j'ai droit à une formation militaire spéciale. Quand la guerre a été perdue et que nous nous sommes retrouvés démobilisés, constatant le désarroi de nos compatriotes, leur incapacité à savoir où aller après cet armistice négocié par un grand chef militaire, le maréchal Pétain, dont on pouvait penser qu'il essaierait au moins de sauver l'honneur de notre pays, on ne savait pas très bien quelle attitude prendre. Bien sûr, on était contre l'occupation allemande. On considérait que l'armistice avait été négocié peut-être trop vite. Nous étions jeunes, nous avions cessé d'être pacifistes, nous étions devenus tout naturellement des patriotes. Et je dirais que pour quelqu'un qui était né allemand comme moi et qui avait connu la résistance des Allemands à Hitler, résistance qui n'avait pas réussi à s'imposer, nous étions plus décidés que même la majorité des Français à ne pas accepter la fin de la guerre, à ne pas accepter l'armistice et à vouloir continuer le combat. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue, je ne parlerai pas. C'est donc avec énormément de satisfaction que j'ai profité d'une filière qui a été rendue possible par un jeune Américain qui était à Marseille pour essayer de faire sortir de France des gens menacés par l'Allemagne, et il m'a également donné la possibilité de traverser la Méditerranée, d'arriver à Oran, de là à Casablanca, de là à Lisbonne au Portugal, et de là en avion jusqu'à Bristol en Angleterre. Me voilà donc en mars 1941 en Angleterre, engagé dans ce qui s'appelait encore la France libre, dont le général de Gaulle était le chef, et qui, une année plus tard,
a changé de nom et est devenue la France combattante. Je suis invité à déjeuner avec le général de Gaulle. Ça peut paraître surprenant. Le général de Gaulle était notre grand chef, admiré. Mais il faut reconnaître que nous étions à l'époque peu nombreux. Que la plupart des Français avaient accepté le régime de Vichy et que ceux qui avaient réussi à quitter la France et à rejoindre le général de Gaulle étaient une petite minorité. Me voilà donc dans un bureau à Londres. Pendant la guerre, un jeune n'aime pas beaucoup être dans un bureau. J'étais donc tout décidé, dès que possible, à me faire envoyer en France, et j'y ai réussi finalement, tardivement, en mars 1944. La mission qu'on m'a confiée consistait à réorganiser le réseau radio, celui par lequel nous communiquions, nous, c'est-à-dire les réseaux de renseignement et les mouvements de libération, avec Londres et avec la BBC. Et ce réseau, il fallait lui donner une autre forme pour accueillir le débarquement. Mars, avril, mai et juin, à Paris, à Lyon, en France, circulant à travers le pays. Les Allemands sentaient bien que la guerre commençait à tourner à leur désavantage et leur action de répression à l'égard de la résistance était d'autant plus forte. C'est là que nous avons perdu les meilleurs de nos camarades pendant ces derniers mois et qu'il m'est arrivé à moi la chose qu'il faut essayer d'éviter quand on est en pays occupé, c'est de se faire arrêter par l'ennemi. Et une des fonctions de ce réseau étant de garder le contact avec les différents radios répartis dans le territoire, celui qui travaillait à Dijon a été victime d'une opération que les Allemands faisaient couramment pour arrêter les radios. C'est ce qu'on appelait de la radiogoniométrie. Ils avaient des instruments par lesquels ils pouvaient repérer quelqu'un qui était en train d'émettre. Et quand il émettait trop longtemps, ils arrivaient à repérer où il était et la Gestapo arrivait et saisissait le malheureux radio. Et il a pensé que pour sauver sa vie, il n'y avait qu'une chose à faire, c'est de trahir quelqu'un qui intéressait les Allemands. Et les Allemands lui ont dit, vous dépendez de la mission Gréco, alors où est-ce qu'il est ce Gréco? Et il a dit, eh bien, je vais lui donner rendez-vous à Paris, dans un café du boulevard Raspail, et s'il vient, eh bien vous l'arrêterez, et moi vous me relâcherez. J'ai subi pas mal d'interrogatoires. Ce sont des souvenirs auxquels on repense sans plaisir, car les Allemands avaient une brutalité dans les interrogatoires que tous ceux qui les ont subis gardent dans leur mémoire comme un moment particulièrement violent. On essaye donc soit de ne rien dire du tout, soit de dire des choses qui sont des mensonges, soit en tout cas de ne dire des choses qui ne vont pas mettre en danger la liberté ou la vie de vos camarades. Et c'est le plus difficile. Au lieu de leur parler le français et d'attendre qu'on le traduise, j'ai décidé de leur parler l'allemand. Était-ce une folie? Beaucoup de mes amis me disent après coup, c'était une folie. Je crois après coup que j'ai eu raison, car leur parlant l'allemand, j'étais en mesure de les baratiner, comme on dit, mieux que s'ils avaient été obligés de faire traduire en allemand ce que je leur disais en français. Mais tout cela a duré finalement jusqu'au 8 août, date à laquelle j'ai été expédié. Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen, keusch bewahrt, in bescheidener Knospe blühet ewig ihnen der Geist und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Embarqués à la gare de l'Est, nous arrivons dans un premier temps jusqu'à Verdun. Nous étions donc 36. Nous étions tous très tentés de nous évader. Quand on est jeune et qu'on est fait prisonnier, on n'a qu'une idée, s'évader. En même temps, nous partions de l'idée,
ayant quitté Paris le 8 août, à un moment où les Alliés avaient déjà franchi la Normandie, étaient déjà en route sur Paris, on se disait, la guerre maintenant, elle va très bientôt être gagnée. Pourquoi risquer une évasion qui sera en tout état de cause dangereuse, on va nous tirer dessus. Donc nous n'avons pas tenté d'évasion, et ainsi de proche en proche, nous sommes arrivés jusqu'à Weimar et jusqu'au train qui aboutit jusqu'à l'entrée du camp de Buchenwald. On nous met dans un bloc, au bout de quelques semaines, 16 d'entre nous sont appelés, et nous apprenons 2 jours plus tard qu'ils ont été pendus. Et donc, il faut trouver une combine. Naturellement, les 2 Anglais, dont la vie a été sauvée en même temps que la mienne, l'un s'appelle Forrest Yotoma et l'autre Harry Pelevé, sont ceux dont le souvenir m'est le plus proche, puisque nous avons passé 1 mois ensemble dans le bloc du typhus à attendre quotidiennement qu'un jeune Français meure du typhus et que nous puissions prendre son identité. Je suis allé le voir sur son lit de douleur. J'ai essayé de lui faire dire qui il était, puisque je savais que je devais prendre son identité. Il valait mieux que je sache ce qu'il était, ce qu'il faisait. Et interroger quelqu'un dont on souhaitait la mort, parce que s'il ne mourait pas, moi, je mourrais, c'est pas une situation facile. Et c'est un des souvenirs les plus lourds que je porte. J'en suis sorti vivant et j'ai été affecté par les services du camp à un autre petit camp, le camp de Rottleberode, qui se trouve à proximité de la ville de Nordhausen. Je m'appelais donc désormais Michel Boitel. Et j'ai réussi à convaincre l'ingénieur à qui le fraiseur était affecté que comme je parlais l'allemand couramment, je pouvais l'aider comme comptable. Et le 4 février 1945, je me suis mis d'accord avec un camarade qui lui était un ingénieur et qui avait réussi à se procurer une boussole. Et nous nous étions procurés des vêtements de travailleurs et nous avons lancé une évasion. Et à 5 heures du matin, nous nous sommes glissés hors de la colonne, nous n'avons pas été vus et nous nous sommes retrouvés libres sur les collines du Harz. Moment extraordinaire, mais moment bref, puisque 5 heures après, en traversant le premier village, nous avons été repérés par les gendarmes, arrêtés et renvoyés dans notre camp. Et cette fois, de nouveau, la sanction normalement était la pendaison, ou au moins 25 coups de bâton, mais là encore, mon allemand m'a servi, j'ai baratiné le SS qui nous interrogeait, je lui ai expliqué que l'évasion, c'était la conduite naturelle d'un homme courageux et que lui qui était certainement un homme courageux se serait sûrement évadé s'il avait été mis en prison. Ça a semblé le convaincre et au lieu de nous faire pendre, il nous a affectés à un commando disciplinaire particulièrement sévère où nous avions en effet des tâches lourdes dans le camp de Dora. En arrivant à Dora, j'ai été pendant quelques jours enfermé dans la prison du camp, qu'on appelait le bunker. C'était un endroit très renfermé et dans lequel il y avait d'autres déportés qui avaient été pris à des exactions, sabotages ou autres, et qui étaient là en attendant leur sort. Leur sort le plus vraisemblable, comme le mien d'ailleurs, était encore la pendaison. Et leur contact, leur conversation entre eux était pour moi très significatif de la brutalité qui régnait dans le camp de Dora et de la violence avec laquelle les capots qui encadraient Dora se battaient entre eux pour exercer le plus de pouvoir possible. Comment ce peuple, un peuple cultivé, un peuple qui a donné au monde
les plus belles musiques et les plus grandes philosophies, a pu être amené pendant une période de 12 ans, entre 1933 et 1945, à sombrer de plus en plus dans les exactions et les brutalités les plus violentes. Eh bien, cette pente vers la brutalité, on la comprend bien dans des camps qui ont été confiés par les SS à des droits communs, à des criminels. Les criminels qui encadraient les camps ne trouvaient leur propre force que dans l'exercice de la violence et de la brutalité. Et là, on s'aperçoit que le glissement vers la négation des droits, vers le mépris des autres, les autres, c'est de la racaille, c'est des gens qui ne comptent pas, c'est des gens que l'on peut massacrer sans aucune mauvaise conscience. Ça, c'est une mentalité que l'on acquiert peu à peu au cours d'une formation au totalitarisme. Ce camp de Dora a à son tour été évacué le 5 avril. Nous avons été mis dans un train. J'ai réussi à sauter de ce train à une gare. J'ai traversé l'Allemagne et j'ai rejoint l'armée américaine à Hanovre. Et cette fois, j'étais vraiment libre. Et quand ensuite je suis arrivé à Paris, où j'étais attendu par ma femme et par mes meilleurs amis, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Toi, un déporté, c'est pas possible. » Moi, j'étais triomphant. J'avais réussi à échapper à la mort, j'avais réussi à échapper à la déportation, j'avais réussi à me battre avec les Américains. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? J'étais donc heureux. Et maintenant, quand je parle avec vous et avec d'autres jeunes de ces camps, je prends bien soin de dire, je vous raconte mon aventure, mais mon aventure est atypique. Je ne suis enfin démobilisé qu'en mai 1945. Réfléchissant à ce que devait être maintenant mon engagement dans la vie, je me suis dit que l'enseignement de la philosophie ne suffirait peut-être pas à mon besoin d'activité, et d'activité dans le monde, et dans le monde présent. J'ai donc décidé d'entrer dans la carrière diplomatique, celle qui, à mon avis, correspondait à mon souci de travailler au rapprochement des peuples, à l'organisation internationale destinée à éviter une fois pour toutes le retour de la guerre, à travailler pour les valeurs de paix et ayant à choisir le pays dans lequel je devais aller représenter la France comme jeune diplomate entrant dans la carrière diplomatique. Mon choix est tombé sur la Chine. Mais pour aller jusqu'en Chine, au lieu de passer par l'Est, j'avais décidé qu'on pouvait aussi passer par l'Ouest. Et là, je me trouve à New York en février 1946, et voilà que le secrétaire général des Nations Unies, M. Trigvelli, et son principal collaborateur français, Henri Laugier, secrétaire général adjoint chargé des questions sociales et des droits de l'homme, voient un jeune diplomate français qui arrive et se disent « celui-là, on va le recruter pour nous ». Par une chance, encore une fois exceptionnelle, la première affectation que j'ai eue a été au sein de l'organisation mondiale la plus ambitieuse et la plus universelle qui ait jamais été construite au cours de l'existence de l'humanité. Sous l'impulsion d'un président américain visionnaire, Franklin Roosevelt, on a mis sur pied en 1945, c'est-à-dire il y a exactement 60 ans, une organisation qui se donnait pour objectif non seulement de maintenir la paix, mais aussi de veiller au respect des droits de l'homme. Pour la première fois, dans ces 3 années pendant lesquelles j'ai travaillé à ce texte au sein de l'Organisation des Nations Unies, de 1946 à décembre 1948, on a mis sur pied la Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui prétendait qu'il appartenait à la communauté internationale de veiller, tous ensemble, à ce que nulle part dans le monde, les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux, les droits culturels d'aucune femme et d'aucun homme ne soient violés, et que s'il l'était, il fallait intervenir pour s'arranger pour qu'il ne le soit plus. No longer mourn for me when I am dead, then you shall hear the surly, sullen bell give warning to the world that I have fled from this vile world with vilest worms to dwell. Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so that I in your sweet thoughts would be forgot, if thinking on me then should make you woe. Moi, je me suis engagé au cours de toute ma vie, beaucoup dans l'organisation internationale, beaucoup dans des associations pour le développement. Je suis actuellement, par exemple, membre d'un collégium international qui se veut éthique, scientifique et politique, et où se retrouvent des hommes d'État et des hommes de pensée, et ensemble, nous essayons d'avoir de l'influence sur les États et sur les institutions internationales. Mais vous avez 1000 autres façons. Être citoyen dans un monde qui est un monde dangereux, c'est d'abord être un vrai citoyen, un citoyen responsable, qui s'engage soit dans une association de défense des droits de l'homme, une association pour le développement, s'engager, en tout cas ne pas rester en dehors du coup, en tout cas ne pas tomber dans cette attitude répandue en France, une attitude sceptique et critique, qui consiste à dire tout ce que font les hommes politiques, c'est affreux, ce sont tous des vendus et des corrompus. Vous n'aurez jamais de vie privée heureuse si elle ne comporte pas un engagement en faveur de quelque chose qui vous paraît important, qui vous paraît dépasser le cadre de votre vie privée, et c'est comme ça qu'on devient quelqu'un qui se respecte et que les autres respectent.